Donc j'ai été chercher dans ma mémoire des exemples. Donc oui, ça nous est arrivé et ça m'est arrivé de façon plus personnelle, mais au nom de notre pratique. Donc j'ai deux anecdotes comme ça, enfin j'en ai plein, mais j'en ai au moins deux assez symboliques. Il y a, je dirais, 4 ou 5 ans, ça faisait 4 ou 5 ans que notre duo existait, et puis j'ai eu l'occasion de montrer notre travail à une galeriste, femme, de Paris, assez, voilà, c'est une galerie assez connue. Et bon, on a parlé, on est resté au moins une heure et demie ensemble. Et la fin de la discussion, je me suis entendue dire mais vous êtes très jolie, vous habillez bien, là je le vois, vous parlez bien, donc il faut y aller, quoi. Il faut aller traîner dans les vernissages, il faut y aller. Et j'avais vraiment, enfin, il y avait vraiment, pour moi en tout cas, il y a une espèce de sourire, voilà, qui disait très très long sur le faut y aller. Bon, donc ça. Et puis il y a 2-3 mois, enfin 4-5 mois, à l'issue de, donc on a sorti une monographie. Et donc j'ai une bonne amie d'amis qui est le bras droit d'une très très grosse galerie à Paris, qui suit un peu de loin notre travail, à qui donc j'ai donné le catalogue et qui m'a dit non mais de toute façon, enfin clairement, en gros vous êtes invendables en galerie parce que vous êtes des femmes, vous êtes un duo, vous faites de la performance, vous travaillez sur la question de la femme et vous avez une posture féministe. Donc autant vous dire que c'est très 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 compliqué sur le marché de l'art. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples. Alors là, c'était plutôt entre guillemets bienveillant parce que c'était une façon de nous pointer du doigt cette complexité. Mais voilà, ça c'est deux petites anecdotes qui me sont remontées. Et puis par rapport à toutes ces questions, je pense qu'il y a, enfin, il y a eu aussi une performance qu'on a faite où on a mis en scène finalement une femme nue qui reprenait justement les codes de la nymphe, de la Vénus d'Aphrodite, de la Vénus de Milan, enfin tout ce travail de l'image en fait de la femme dénudée, la femme aquatique, etc. Et ça, c'est ce qu'on nous a rapporté. Ça vient de la bouche d'un homme. Et on a trouvé que ce travail était putassier. Et on s'est retrouvé dans ces complexités où, en fait, en tant que femme, on n'a pas le droit de se saisir finalement du corps nu féminin. Parce que si nous, on le fait, en fait, on sape tout le travail qui a été fait par les féministes des années 60 ou 70. Et je trouvais ça particulièrement injustifié, particulièrement violent et surtout un peu complètement à côté de la plaque parce que je trouve que justement se saisir de ce corps nu en tant que femme et de l'investir en le mettant en scène d'une façon ou d'une autre, pour moi c'est un geste assez radical où on se réapproprie voilà, ce corps. Donc voilà, quelques exemples. Après, je pense que globalement, il y a quand même c'est des exemples assez isolés, ça concerne quand même essentiellement le monde marchand. On est quand même beaucoup plus, nous, exposés dans un monde, voilà, dans des structures beaucoup plus institutionnelles. Et dans ce cadre-là, ça nous est pas arrivé, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a une espèce de quelque chose de très insidieux, voilà, très archaïque, où de toute façon, en tant que femme, il faut se battre plus, quoi. Donc oui, cela m'est régulièrement arrivé dans ma vie professionnelle. Durant mon doctorat, j'ai remarqué une différence de traitement très marquée selon que l'on soit un homme ou une femme. J'étais encadrée par des hommes dans mon laboratoire, lesquels m'ont toujours fait ressentir l'exotisme de ma présence. Mon travail en tant que tel était respecté, mais pas ma personne. Ainsi, je me suis entendue dire, par exemple, que j'étais appétissante, à l'image d'une pâtisserie que l'on aurait posée sur la table, me conférant ainsi un statut d'objet sexué. Ce type de remarque était constant et touchait également mes autres collègues féminines. Je reste d'ailleurs persuadée que ce directeur n'était absolument pas conscient de mon comportement, tellement cela s'est inscrit profondément dans les racines de notre société. C'est absolument terrifiant. Sur le même registre, dans le cadre de notre duo, une collectionneuse nous a demandé, alors que nous étions invités à réaliser une performance chez elle, de nous installer dans le hall d'entrée lors de l'arrivée de ses invités pour meubler l'espace. C'est vraiment l'expression. Là encore, on nous demandait d'être des objets. Son comportement à l'égard d'artistes masculins était bien plus respectueux et matiné d'admiration. Il n'y a pas que les hommes pour être misogynes. Donc j'aurais plein d'autres exemples comme cela où le lexique employé à notre égard en dit long.
On n'est pas sérieux quand on est une femme. Pour reprendre le titre de ce poème de Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Tout comme les adolescents, en tant que femme, on ressent bien que dans notre société, on est perçu comme moquant d'expérience vis-à-vis des hommes, de préférence blancs et hétérosexuels. Cette question de la femme-objet est d'ailleurs devenue le sujet de plusieurs de nos œuvres, dont une performance où nous avons créé des femmes meubles, lampes, fauteuils, tables basses, qui reconstituaient notre salon dans le cadre d'un salon d'art contemporain slick. D'autres femmes ont été choquées par cette proposition, d'autant plus que nous sommes des femmes qui utilisons ici des femmes-objets. Pour moi, il s'agit d'une représentation littérale et caricaturée de ce que nous vivons quotidiennement. Le montrer de la sorte peut poser problème, je l'entends. Je n'en suis pas moins féministe pour autant. Les moyens d'action sont nombreux et parfois divergents au sein des féministes, comme en témoignent par exemple les débats autour des histoires de burkinis cet été ou les actions seins nus des Femen. Nous vivons dans un monde complexe et il est difficile d'aborder ce sujet, selon moi, sans être mobile et se remettre régulièrement aux questions. Je trouve qu'il est absolument nécessaire d'être féministe aujourd'hui, mais cela est difficile. Je ressens une accélération, une montée en puissance d'une forme de mépris à l'égard des femmes qui passe aussi par une critique violente du féminisme, comme le fait Eugénie Bastier par exemple. Comment lâcher du lest sur ce sujet dans une période réactionnaire où les plus grandes puissances mondiales comme les États-Unis ou la Russie sont dirigées par des misogynes qui nous renvoient à des conceptions du rôle de la femme que nous pensions d'un autre temps. L'intersectionnalité, directement, je dirais non. En tout cas, qui croise toutes ces questions-là. Par contre, la question du genre et du sexe, oui. Ça transparaît dans finalement un certain nombre de nos performances dès le début, parce qu'une des premières performances qu'on a créées, qu'on montre assez régulièrement, qui s'appelle Glory Halls, où en fait on a des bras de femmes qui sortent de parois de bois, et en fait on a genré selon les archétypes et les clichés qu'on assigne justement aux femmes, les gestes que faisaient ces femmes pour alpaguer le spectateur. Donc il y a la femme plutôt féline, la femme plutôt maternelle, voilà. Donc il y a un certain nombre de gestes qui sont faits. Alors ces bras de femme donnent de la nourriture, dans un rapport aussi justement de la femme nourricière, etc. Mais dans la façon de donner cette nourriture, elle est plus ou moins agressive, plus ou moins érotique, plus ou moins féline, etc. Donc ça, c'était une des premières performances qu'on a conçues. Et jusqu'à aujourd'hui, où depuis une petite année, on tourne et on travaille et on a des propositions plutôt de l'ordre performatif et photographique autour de la sirène, qu'on trouve particulièrement, une figure particulièrement intéressante parce que c'est une femme sans sexe, donc qui n'a pas le droit d'enfanter, qui envoûte la figure masculine par son chant, mais à partir du moment où en fait elle récupère ses jambes, et donc la possibilité finalement d'enfanter, d'être une femme, si on définit une femme par sa capacité évidemment à avoir un enfant, elle perd sa voix et elle n'a plus le droit de parler. Et donc ce conte, il est vraiment extrêmement violent. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui depuis longtemps, et particulièrement avec ce que Disney en a fait, en fait, on a complètement évacué sa dimension. Le conte est complètement édulcoré, quoi. Finalement, la petite sirène, c'est la princesse qui va trouver le prince charmant, mais elle n'est pas abandonnée, elle ne meurt pas, etc., etc. Et voilà, donc dans notre travail, je pense que c'est plutôt ces questions, en tout cas, de sexe et de genre qui sont interrogées, plutôt que toutes toutes les petites, les axes supplémentaires propres à l'intersectionnalité. Et par rapport à ça, oui, une chose qui me semble importante, c'est que je pense que pour nous, et ça rejoint un peu ce que j'ai raconté quand on a créé cette performance où on a mis une femme nue, la séduction, on l'utilise comme une arme. Et il y a vraiment cette volonté de retourner ce cliché de la séduction en faisant une arme, mais en même temps, en y mettant aussi beaucoup d'humour et beaucoup de distance, et donc en n'étant pas non plus, pour moi en tout cas, dans une posture des artistes féministes des années 60 ou 70, quoi. Où je pense à Niki de Saint-Phal, par exemple, avec les performances où elle tirait sur les tableaux, etc. Voilà pour moi. Alors pour Stéphanie,
Alors oui, surtout en ce qui concerne les questions de genre et de sexualité. Des postures réactionnaires sur ce sujet sont très violentes aujourd'hui, comme en témoignent par exemple en France les résistances au mariage homosexuel. On sent bien que pour certains, ranger les individus dans des cases hermétiques constituerait l'apanage d'un ordre social. Ces postures me font très peur et me mettent en colère. Il y a quelques années, pour la Nuit Blanche, nous avons fait une performance intitulée « À pile ou face, mes amours se jouent ». Il s'agissait de s'en remettre au hasard pour s'abandonner à une tentative de séduction réalisée par un homme ou une femme, mettant un temps de côté nos propres orientations. Dans nos créations, nous abordons aussi beaucoup le sujet de la représentation du féminin et de ses multiples clichés. La performance Apparition du Nil revisite par exemple une publicité des années 60 de Moulinex, se vantant de libérer la femme grâce à ses robots ménagers, tout en laissant à sa place dans la cuisine. Il ne faut pas déconner non plus. Innover, oui, mais que sur le plan technique. Notre proposition marie les codes voulus masculins du PTP et ceux féminins de la mère au foyer. Un gigantesque batteur électrique qui tient plus de la grue de chantier que de l'outil pâtissier nous permet d'expanser œufs et autres crèmes dans une pulsion qui nous libère. Nous aimons mixer les codes et les clichés pour les configurer à notre propre sauce. Si cette performance use des références aux années 60, elle évoque des problèmes qui sont malheureusement toujours aussi actuels, comme en témoigne par exemple la triste affaire de Pénélope Fillon, qui par-delà les questions d'abus de biens sociaux, montre le fragile visage d'une femme qui n'a pas le droit de parole. Rien ne pousse à l'ombre d'un grand chêne, Triste France de 2017. Alors pour moi ça dit tout, donc j'ai pas grand chose à dire directement sur ça, si ce n'est peut-être plutôt, je me disais des dommages ou des remarques collatérales. Et là, en fait, ce constat, moi, me soulève d'autres questions qui sont notamment que, en plus du fait que ces chiffres sont bas par rapport au nombre d'étudiantes, j'aimerais bien savoir à combien ont été achetées ces œuvres, parce que je pense qu'il y a aussi cette question-là qui est hyper importante de l'inégalité des salaires en général et puis de la crédibilité économique. Parce que quand on m'a donné quand cette galeriste m'a dit ça, c'était aussi ces questions-là qui étaient soulevées. C'est-à-dire que concrètement, ce sur quoi on travaillait et le fait que nous étions des femmes faisait de toute façon qu'on était économiquement moins viable, quoi. Donc pour moi, ça c'est une vraie question. L'autre, c'est par rapport à l'école d'art. Et donc moi, j'enseigne en école d'art. Et donc, il y a un peu plus d'étudiantes, effectivement. Mais surtout, il y a beaucoup plus d'enseignants hommes. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable parce que dans le corps enseignant, on est... alors, il y a des femmes, évidemment, qui sont présentes, mais qui sont plutôt du côté de la théorie. Dans les praticiennes, on n'est vraiment pas du tout nombreuses. Et moi, j'étais embauchée pour, notamment parce que j'étais une femme, et pour rééquilibrer justement le corps pédagogique, quoi, le corps enseignant. Alors, ce que je vois aussi, c'est que à mon échelle, et en tout cas en tant qu'enseignante, moi j'essaye d'infuser ce type de remarques, de questions auprès des étudiants, et que ça a énormément d'écho. Enfin, on a monté donc ce workshop ensemble et moi, je pense que vous l'avez ressenti comme moi. On était super étonnés finalement de la façon dont les étudiants se sont appropriés ces questions-là, comment ils ont réagi. Là, ce qu'on est en train de terminer de monter avec eux sur le principe d'un éditaton avec des créations de fiches Wikipédia sur des personnes engagées par rapport à ces questions-là. Et j'étais extrêmement surprise. Je me disais que qu'il fallait peut-être plus de maturité finalement pour aborder ces questions. Est-ce que c'était des étudiants en première année et non. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que quelque chose peut-être est en train, à l'échelle d'autres générations, bouger. Et je pense que c'est énormément lié finalement à la question de la génération Y, de l'accès aux réseaux sociaux, de l'accès au porno aussi. Enfin, toutes ces questions-là qui, à mon avis, font légèrement bouger les lignes ou une prise de conscience peut-être plus
plus tôt chez chacun d'entre nous, quoi. Voilà, en tout cas, je pense que pour des étudiantes, et puis même par rapport à moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut 10 fois plus faire ses preuves. C'est tout. Il faut plus se battre, il faut plus convaincre. Et de façon insidieuse. C'est jamais directement affirmé comme ça par les gens qui vont venir soutenir d'une façon ou d'une autre notre travail. Mais j'ai l'impression qu'il faut encore plus d'énergie, quoi. Voilà. Et du coup, la dernière question que je me posais, c'était la scène française, elle est comme ça, mais je me demandais ce que c'était ailleurs. Comment c'était ailleurs? Est-ce que c'est à l'échelle européenne, et puis évidemment dans les pays d'Asie ou les pays, la scène d'Afrique du Sud que tu connais bien, je me demandais si c'était des problématiques qui étaient essentiellement européano-centrées ou pas, quoi. Voilà. Alors, je lis la réponse de Stéphanie. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'elle est misogyne. Et cela me semble être plus largement une question sociétale qui n'est pas seulement liée à la scène artistique française. Les femmes sont sous-représentées dans l'ensemble des institutions et des postes de direction. L'art en fait les frais également, comme en témoignent régulièrement certains de ses acteurs, hommes ou femmes. Perle dans son genre, l'entretien nauséabond entre Jean-Marc Bustamante et Christine Massel. Pour mémoire, ce dernier expliquait que l'homme artiste était un conquérant, toujours dans la recherche, tandis que la femme restait dans sa zone de confort. Bien qu'il soit revenu sur ses propos, de manière d'ailleurs plus ou moins habile, je cite la parole de Bustamante, « J'ai invité des femmes dans mes commissariats d'exposition. Cela en dit long quant à la manière dont des présupposés sexistes constituent le socle d'une pensée réactionnaire qui continue d'irriguer les plus hautes fonctions du monde de l'art et du monde en général. » Et le cliché se nourrit de lui-même. L'ensemble du processus qui va favoriser la création masculine au détriment de la création féminine conduit à une sélection d'œuvres majoritairement masculines qui font culture et qui en retour sont censées prouver objectivement la suprématie de la pratique masculine de l'art. La conséquence d'un processus social construit alors l'histoire de l'art, même si notre société développe une posture essentialiste à ce sujet, tirant à dire que l'histoire de l'art est là, qu'elle existe en tant que telle. Or, c'est bien sa construction qui fait les frais d'un mouvement misogyne profondément massif. C'est l'ensemble d'un système qu'il faut réformer. On voit bien à quel point l'histoire est essentielle dans l'évolution d'une société. Je parle beaucoup de politique, mais cela est un point névralgique et d'actualité. Sarkozy puis Fillon projettent par exemple de modifier les programmes scolaires pour construire notre récit national. Un récit bien patriarcal. Des actions comme les éditatons, comme le fonds Art plus Féminisme, me semblent essentielles. Les lois portant sur la parité le sont aussi. J'ai dirigé un centre d'art pendant une dizaine d'années et depuis quelque temps, l'État, dans ses fiches de mission, demande expressément aux lieux subventionnés de veiller à la parité dans la programmation, par exemple. Espérons que cela modifie les chiffres désastreux que vous nous donnez. Alors, pour moi, c'est une grande question, cette question. Parce que, en fait, je le suis, mais sans avoir besoin de le dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis que je suis gamine, je transpire, on va dire finalement, un engagement féministe qui s'est matérialisé dans des choix évidemment personnels, dans une façon, je ne sais pas, de construire ma vie de couple, ma vie de mère, ma vie professionnelle. Et puis je pense aussi dans une histoire familiale et dans la façon dont moi j'ai lu, peut-être à tort ou à raison, finalement le couple de mes parents, avec un père deux parents très, très, très présents professionnellement et voilà, qui ont des carrières, etc. Mais dont le père était toujours en train de bosser, pas souvent là, et la mère qui bossait comme une folle, et puis qui en plus gérait la maison, les enfants, l'école, les vacances, les cours de piano, les machins et trucs, et puis qui s'est fait quitter. Et alors c'est un peu réducteur évidemment, mais pour moi c'est quelque chose avec lequel je me suis formée et je pense que j'ai jamais voulu reproduire ce modèle-là. Et voilà, donc je me sens en fait, je pense que je suis féministe et puis notre boulot dès le départ avec Stéphanie, il a toujours interrogé ça. Mais j'éprouve absolument pas besoin de le dire, de le revendiquer, et c'est quelque chose de très intime pour moi.
c'est vraiment des choix très... Ouais, enfin, c'est pas des choix, c'est ce que je suis, mais sans avoir... Je pense sans être dans une posture militante, ou en tout cas de devoir l'affirmer publiquement. Et par rapport à ça, j'ai dans ce que je vais pouvoir faire, dans des types d'engagement, en fait, ça résonne de la même façon. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est des petits trucs que je me donne, hein, mais à Saint-Étienne, j'essaye d'inviter que des femmes, par exemple. Aux Beaux-Arts, j'ai la possibilité d'inviter, parce que je coordonne une année, parce que je monte des workshops, etc. Et j'essaye d'inviter des femmes, vraiment dans un engagement politique, mais que je ne dis qu'à moi-même, quoi, finalement. Dans la façon d'élever mes enfants, enfin, c'est des choses aussi que j'essaye de faire passer. Voilà, donc ça c'est ce que je suis. Après, je trouve quand même que, particulièrement depuis quelques années, on est dans des temps qui sont tellement violents, tellement presque rétrogrades, j'ai l'impression, sur la façon dont on va mettre la femme dans une case, que je pense qu'il faut faire plus, quoi. Et alors, faire plus, ça veut pas... Voilà, j'ai l'impression qu'il faut être plus virulent dans son engagement, pas forcément, encore une fois, public, mais individuel et personnel. Voilà. Et pour anecdote, oui, on a monté une association avec Stéphanie, qui est l'association sur laquelle les budgets de production d'exposition tombent, et l'association s'appelle Être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Et on s'est dit, ça va jamais passer, en fait, quand on dépose sa demande de nom d'association. Et donc, on a choisi l'acronyme, mais à chaque fois, on le raconte. Et voilà, et je pense que c'est exactement ça. Être une femme libérée, c'est pas si facile. Voilà. Donc, Stéphanie répond, donc, êtes-vous féministe? Oui. Et pour reprendre mes propos précédents, je m'inscris dans une filiation du mouvement féministe des années 60 et 70. Il faut rester vigilant quant aux transformations qu'il a apportées, car on voit bien que rien n'est définitivement acquis. Le droit à l'IVG est controversé, fragilisé dans de nombreux pays, la montée des extrémismes religieux stigmatise la femme. Il y a encore beaucoup de travail et de combat à mener pour l'égalité homme-femme. Et j'ai la sensation aujourd'hui que notre énergie doit se concentrer pour ne pas revenir en arrière, alors qu'il y a tant à faire pour avancer. Je suis exaspérée de ne pas entendre plus de voix de présidentiables en ce moment sur cette question. Personne à ma connaissance pour proposer par exemple un programme sur l'égalité des salaires alors que les écarts sont énormes. C'est l'ensemble d'un système et de postulats réactionnaires qu'il faut remettre en question. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile.